Ne soyez pas complices du silence, soyez les artisans du changement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. L'histoire nous observe. Pour le reste, je puis vous assurer que, plus que jamais, le peuple congolais est résolu à défendre et à préserver l'intégrité de son territoire, quel qu'en soit le prix. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. So I guess you've outlined a number of important points there, but what, in your view, is needed to stop the fighting? Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre? Mais c'est simple. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre à l'index le véritable responsable de cette situation, qui est connu, c'est le Rwanda. La communauté internationale s'est pris de pitié, comme nous tous à l'époque, en 1994, lorsque le Rwanda a été victime de génocide. Et cette dernière, la communauté internationale, donc, a demandé à la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, d'ouvrir ses frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide. Et ils sont arrivés par centaines de milliers en République du Zaïre. Et malheureusement, parmi eux, il y avait les coupables du génocide aussi. Plus tard, le Rwanda obtiendra le droit de poursuite de ces génocidaires sur le sol congolais. Incroyable. La communauté internationale a complètement démissionné de sa mission en laissant un État, un régime régler ses comptes. Et il y a eu des massacres de populations entières, y compris des populations congolaises. Et on s'est tué au nom de la culpabilité que la communauté internationale ressentait sur le génocide rwandais. Mais le Congo n'était pas coupable ni complice de ce génocide. Car depuis lors, malheureusement, les malheurs qui étaient au Rwanda se sont invités en République démocratique du Congo. Et depuis 30 ans, l'enfer s'est installé à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, on a laissé faire le Rwanda qui, en venant comme ça, a découvert qu'il y avait la possibilité de déstabiliser d'abord le régime. Donc ils ont déstabilisé le régime du maréchal Mobutu en installant Laurent Désiré Kabila, pensant qu'avec lui, ils pouvaient donc exploiter tranquillement les ressources de la République démocratique du Congo. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila s'y est opposé, on l'a abattu pour laisser la place à un autre régime qui, lui, s'est montré beaucoup plus malléable, beaucoup plus compréhensif, celui de Joseph Kabila donc, et a laissé faire, on va dire, beaucoup de choses. Et le Rwanda donc a pris de l'assurance, le Rwanda a développé son économie, renforcé son économie avec le produit des pillages de nos ressources naturelles. Et avec l'œil, le regard complice de la communauté internationale, puisque ces produits, ils les revendaient à des grandes multinationales et à des États qui ont acheté tout ça et conforté la position du Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons le résultat qui est là. Il faut que cette communauté internationale accepte de reconnaître ses responsabilités et règle cette question en même temps que nous. You spoke of the risk of a wider regional war. Vous avez évoqué un scénario où la guerre va élargir, il y aura une guerre, si j'ai bien compris, régionale. Comment vous expliquez ça? Tout simplement parce que le Rwanda a des velléités expansionnistes. Depuis quelques années maintenant, le discours du régime rwandais est de dire
qu'une partie de la République de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Masisi et de Rutshuru, ont jadis appartenu au Rwanda, au royaume du Rwanda. Ce qui est une aberration, ce n'est pas vrai. Mais cela indique très clairement les intentions. En fait, dans le Masisi, il y a une mine dans un lieu, une localité appelée Rubaya, et c'est là qu'on trouve les minerais de coltan et des 3T, les trois matières très prisées, tungstène, étain et tantale. Et ce sont ces trois matières qui entrent dans la composition de toute la production des appareils technologiques de nouvelles gammes et tout ça. Et donc, c'est des matières très prisées qui alimentent justement ce conflit du sang, parce que le Rwanda est obligé, pour voler, piller nos ressources, de créer de l'instabilité permanente, qu'il n'y ait pas l'autorité de l'État dans cette région, de provoquer une sorte d'épuration ethnique en effrayant par des massacres, en infligeant la peur, la terreur, et en poussant ces populations à se déplacer, à laisser libres ces terres pour qu'ils les exploitent tranquillement. But do you have an alternative vision of how natural resources should be accessed, managed, and the revenues? What would you prefer to see? C'est quoi l'alternative? Bien sûr, mais l'alternative, ce sont les investissements. Je crois qu'il faut faire des contrats qui soient transparents avec des firmes qui travaillent dans le domaine, et c'est ce que nous tuons à dire tous les jours. Nous avons d'ailleurs pour cela porté plainte contre la firme Apple, par exemple, qui était un des bénéficiaires de ce trafic illicite. Et depuis lors, ils ont déclaré qu'ils ne traiteraient plus des matières venues ni du Rwanda ni du Congo. Et donc, nous pensons que nous l'avons fait non pas pour punir Apple, mais pour attirer son attention et la diriger vers les autorités compétentes qui peuvent conclure ce genre de contrat en bonne et due forme. Et c'est ça qu'il faut faire. Installer des entreprises qui pourront investir et exploiter ces richesses en les produisant et en les transformant sur place au mieux pour créer de la richesse intérieure et créer des emplois. Et c'est comme ça que nous pensons, pacifier la région, parce que tous ces jeunes qui vont venir pour chercher du travail, qui vont entrer dans ce circuit professionnel, ne seront plus attirés par les activités dans les mines ou alors par des activités dans les groupes armés. Donc cela aura l'avantage de ramener une sorte de paix et de stabilité dans la région. Mr. President, you said that the international community had a choice of being spectators or to engage in a responsible manner. And there's a meeting in Addis Ababa, I think today or tomorrow, and then you also have some demain. And then here in Munich, we have some very distinguished leaders from the United States and from the European Union. What is your message to the African Union, and what is your message to other international partners in terms of taking action? Oui. Mais le premier message, puisque vous parlez de l'Union européenne, c'est déjà de lui dire de mettre fin à cet accord scandaleux et inacceptable de rachat des matières précieuses, de matières minières critiques, de l'achat au Rwanda de ces matières matières précieuses. Parce que tout simplement, le Rwanda n'a dans son sous-sol aucune de ces matières. Donc ça, c'est le message, le premier que je donnerai. Ensuite, c'est celui de dire, aujourd'hui, il y a un drame humanitaire
qui se passe sous nos yeux. Et ces populations qui déjà, avant la chute de Goma, s'étaient agglutinées autour de la ville de Goma par millions, dans des camps de fortune, ont été sommés de quitter ces camps et de retourner dans leur localité d'origine, sans transport, sans garantie de trouver quoi que ce soit là-bas, parce que leurs champs étaient détruits, les écoles et tout ça. Et il y a des enfants parmi eux donc, qui vont devoir refaire la route jusqu'à leur localité, avec toute l'insécurité qui peut subvenir, parce que c'est une zone de guerre. Donc le drame humanitaire que l'on déplorait déjà il y a quelques mois autour de la ville de Goma risque de s'accentuer. Donc il y a une urgence. Ça, c'est ce que je lancerai aussi comme appel. Donc, dans les semaines qui arrivent. Absolument. Même aujourd'hui. Même dans les jours qui arrivent, il faut très vite intervenir parce que dans leur folie meurtrière, ces envahisseurs ont demandé à toutes ces populations de rentrer sans organiser leur retour. Et il y en a qui ne savent pas où aller, et qui ne savent que faire parce qu'il n'y a rien à destination pour vivre. Dans ces camps-là, au moins, il y avait de l'aide humanitaire qui leur permettait de manger et de vivre plus ou moins, même si les conditions n'étaient pas décentes. Mais là, il n'y a rien. Il y a des jours et des jours de marche sans garantie de pouvoir trouver quoi que ce soit pour se nourrir. Alors, et à Addis Ababa? À Addis Abeba, il y a une réunion de la commission paix et sécurité soir. Oui. Nous attendrons pour voir ce qu'il y a. La première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, y est. En tout cas, elle est là pour porter la voix de notre pays. Moi, je suis venu ici pour rencontrer justement les décideurs européens et américains afin que les pressions s'accentuent et pourquoi pas les sanctions même tombent sur le Rwanda. Parce que quand on regarde notre situation à côté de celle de l'Ukraine et de la Russie, on croirait être dans deux mondes différents, oui, alors que c'est pratiquement la même chose. Vous avez l'impression que le monde ignore ce qui se passe. Chez nous, c'est pire parce que c'est un conflit qui date depuis 30 ans maintenant, alors que la Russie et l'Ukraine, la guerre est intervenue, on va dire, grosso modo, en 2022, même si déjà depuis 2014, il y avait certaines velléités. Mais quand on voit la rage qu'on a mis à régler les comptes de la Russie par rapport à l'ignorance qu'il y a ou à l'oubli par rapport à notre conflit, il y a lieu de se poser la question de savoir si ce ne sont pas des mesures de deux poids et deux mesures. C'est pour ça que je parlais dans mon panel précédent d'un multilatéralisme qui est en panne, qui a de sérieux problèmes de fonctionnement. Alors, si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais inviter des questions, s'il y en a. Y a-t-il des questions à poser au Président? Non? Si. Alors, là, au quatrième rang. Bonjour encore, Monsieur le Président. Moi, je m'appelle Nimefo, journaliste à Deutsche Welle. La question que je voulais poser, c'est sur le M23. Vous avez carrément dit qu'il n'y a pas de discours entre vous et la M23. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie pour la réconciliation et pour trouver des solutions sur la situation en RDC? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé de la nécessité des investissements en RDC, mais il y en a eu. Il y a eu la Chine et d'autres pays aussi ont investi en RDC. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au pays en termes de l'éducation, en termes de la route, en termes de l'amélioration de la condition de vie des citoyens. Ce que je voulais demander, c'est qu'est-ce que vous voulez de plus et qu'est-ce qui peut changer la situation dans le pays en ce moment? Merci.
Déjà, par rapport à la première question, vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Donc voilà la raison pour laquelle nous le disons. Et quand vous dites que ça ne va pas faire avancer, mais si ça va faire avancer la paix, parce que comme je vous l'ai dit, le processus de Nairobi est là, et le processus de Nairobi était justement inspiré pour régler la problématique des groupes armés. Alors, par rapport aux investisseurs, vous avez parlé des Chinois et autres. Vous avez raison. Ça n'a pas ces investissements ou ces exploitations des mines, des minerais congolais avec des contrats chinois ou autres n'ont pas donné grand-chose. Mais vous avez raison. Lorsque je deviens président, justement, en 2019, bon, on a eu malheureusement l'année de Covid qui a paralysé le commerce international pendant à peu près 2 ans, 2020-2021. Mais en 2021, je prends langue avec les Chinois pour leur dire que je n'étais pas d'accord avec la manière dont notre partenariat était entrepris. Et donc, pour moi, il était question de revoir les termes de tous ces contrats qui avaient été signés avant mon avènement et d'aller sur des modèles qui seraient gagnant-gagnant, avec la possibilité donc pour nous Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma précédente intervention là, d'aller sur des modèles gagnant-gagnant qui ferait que nous allons développer ces produits. Donc en plus de les avoir produits, nous les transformons dans notre propre pays. Et comme ça, nous ajoutons une valeur à ces produits qui créent donc de la richesse, qui créent de l'emploi. Le seul défi que nous avons aujourd'hui, c'est le défi énergétique, parce que ces minerais, vous pouvez vous l'imaginer, demandent beaucoup d'apports en énergie pour pouvoir être extraits du sous-sol et également transformés. Donc nous sommes dans un processus qui va nous amener à ces étapes-là, qui nous permettra de créer une chaîne de valeur à l'intérieur même de notre pays
Et cela, vous verrez, aura un impact positif sur l'économie et le social. Donc c'est un processus qui est entamé. Malheureusement, il va être interrompu de nouveau à cause de ces guerres stupides et injustes qu'on nous impose, parce que nous serons obligés maintenant de mobiliser les ressources que nous avions peut-être préparées ou prévues pour la construction d'infrastructures d'énergie, des infrastructures routières et autres, pour renforcer les capacités de notre armée de défense et ainsi pouvoir faire face à cette agression. Malheureusement, nous perdrons encore du temps, mais ça, évidemment, c'est sûrement l'objectif de l'ennemi, c'est-à-dire nous distraire, nous ralentir, nous déstabiliser pendant que lui, il pille les ressources de notre sous-sol et les vend au plus offrant sous d'autres cieux. Y a-t-il des autres questions? One question, Monsieur le Président, I wanted to ask you is what is your expectation of the Luanda process now? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous... c'est quoi l'avenir de... Oui. Maintenant, le processus de Luanda, je crois qu'il connaît quelques turbulences parce que je crois que vous avez suivi l'intervention du président João Lourenço qui va devenir le président en exercice de l'Union africaine et donc qui va avoir un agenda beaucoup plus étoffé, plus dense et qui ne lui permettra pas de continuer à gérer. Mais la question avait été anticipée récemment lors du sommet conjoint entre la East African Community et la SADC. Je dis qu'elle a été anticipée dans le sens où on pensait déjà à ces charges qui vont s'alourdir pour le président João Lourenço et donc voir comment est-ce qu'on peut lui adjoindre d'autres chefs d'État, un ou deux de plus, qui lui permettront donc de manœuvrer plus à l'aise. Et là, comme il se retire carrément, donc ce ne sera plus lui adjoindre des chefs d'État, mais ce sera désigner des chefs d'État qui vont reprendre le relais. Donc le processus n'est pas mort, il est simplement au ralenti. En attendant, j'espère la désignation du président João Lourenço et d'un nouveau facilitateur. Alors, je peux continuer à poser des questions, mais y a-t-il... are there any questions from the floor? Please. Hi, Mr. President. Thank you. I'm interested in the case that you had with Apple, and I'm wondering if there is future possibilities for public-private sector solutions to the critical minerals problem, and wondering if perhaps the Kimberley process example with conflict diamonds would be a possibility. Oui, moi je pense que vous avez raison et je l'ai déjà dit d'ailleurs, il faut aussi pour les autres minerais, coltan, or, cassitérite, enfin tout, on peut en citer, il faut peut-être aussi un processus de Kimberley pour ces minerais-là aussi. Je crois que ce serait une bonne chose qui nous permettrait de réguler ce marché. Où il faut une identification par génotype, en fait, on va dire, du minerai, parce qu'il y a aujourd'hui des techniques qui peuvent identifier l'origine du minerai et sa localisation même de l'endroit où il a été extrait, et ainsi pouvoir organiser ou suivre sa traçabilité. Ça aussi, il y a des entreprises qui le font, donc je crois que ce serait la solution. Alors, maintenant, par rapport à Apple, j'allais dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, le but n'était pas de viser Apple, c'était
le symbole de ça, parce que Apple, c'est les téléphones portables, et dans ces téléphones portables, on retrouve le coltan du Congo, le coltan du sang. Et le but était de les interpeller pour dire arrêtez ce massacre, parce que avec l'argent que vous mettez dans ce secteur pour acheter des minerais volés à la République démocratique du Congo, vous encouragez les massacres de Congolais, de pauvres Congolais. Donc il fallait lancer cet appel et leur dire, si vous voulez continuer ce commerce, venez par la grande porte. Les autorités de la République démocratique du Congo existent, sont établies légalement, légitimement, et ne demandent que ce genre justement de partenariat. Venez, travaillons ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant qui vous permettrait, vous, d'évoluer, de vous épanouir dans vos activités, et à la République aussi d'en faire autant. Donc, c'est comme ça que nous voyons la chose, mais malheureusement, ça ne se passe pas de cette manière-là. Thank you. Other questions from the floor? Monsieur le Président, one question I wanted to ask you was about opposition. You mentioned that you've been president for 6 years and there are elections in the DRC. What about opposition within the DRC? Is that a factor in terms of bringing this conflict to an end or complicating it further? D'abord, la situation de l'opposition, j'allais dire, elle est... nous trouvons aujourd'hui en République démocratique du Congo deux sortes d'opposition. À ces activités, normalement, qui a participé aux dernières élections à chance égale avec le président sortant et qui a perdu ces élections de manière claire. Et cela a été reconnu par tous les observateurs sérieux. Et il y a une autre opposition, celle du pouvoir de mon prédécesseur, qui a refusé complètement d'entrer dans le processus, de participer au processus électoral, a refusé parce que, justement, elle préparait la déstabilisation, qui devait normalement intervenir depuis 2023 pour empêcher la tenue des élections. Mais comme ils n'ont pas réussi à le faire, donc les élections ont quand même eu lieu, et c'est maintenant qu'ils trouvent le moyen de se rallier au Rwanda et à ce M23 et AFC pour nous faire la guerre et déstabiliser le pays. Donc ce sont ces deux oppositions-là. Alors, lorsque vous demandez si ils ont comment vous avez dit ça, une sorte d'influence sur les choses, bien sûr, puisqu'ils ont une capacité de nuisance, ils l'ont démontré en s'alliant au Rwanda et en déstabilisant le pays. Mais moi, mon rôle, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. L'histoire nous jugera. Parce que ceux qui sont victimes aujourd'hui de ces dérapages, j'allais dire, de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais-là jugeront ces gens. Un jour, ils sauront qui a fait quoi. Je le dis ici, la démocratie dans notre pays ne s'est jamais aussi bien comportée que sous ma présidence. Dans ce pays-là, quand nous étions dans l'opposition, les opposants étaient assassinés. On entrait, le pouvoir envoyait des hordes de policiers, de militaires dans les églises pour abattre des opposants. Les manifestations étaient interdites. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, on devait dénombrer des morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes les manifestations se passent sans encombre. Les droits et les libertés sont respectés. Bien entendu,
les dérapages sont sanctionnés parce qu'il ne faut pas confondre opposition et anarchie. Donc, ceux qui font de l'anarchie, ils sont convoqués au tribunal et vont se justifier. Donc, je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Well, we're coming to an end. Is there one more question? Because otherwise I would, Mr. President, you know, to end where we started, the human tragedy in your country, the number of people being killed, the number of women in particular who have been victims of sexual violence, the number of displaced, and yet we're living in a moment where availability of humanitarian support is going down, and where there are huge demands on rich countries, you know, for other crises. Have you, in your conversations here in Munich, been talking to Americans, Europeans? I see many leading figures from the Middle East about the need to attract more support in this area and more action. Bon, oui, j'ai parlé à des Américains, des Européens et bientôt même des gens du Moyen-Orient, mais plus diplomatie et politique que humanitaire. Parce que je ne pense pas qu'ils avaient des réponses à mes besoins humanitaires. Mais le message est quand même passé parce que j'ai... Vous n'avez pas de réponse parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ne sont pas au courant ou... Non, je suppose qu'ils n'ont... Parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. Ceux que j'ai vus ne sont pas dans le domaine humanitaire. Ah bon, okay. Voilà. Oui. Mais j'ai fait quand même passer le message pour qu'à leur tour, ils le répercutent auprès de ceux qui ont les moyens de mobiliser, des moyens à mobiliser pour régler le drame humanitaire que vivent nos populations en ce moment. Donc je n'ai pas parlé de ça directement à eux parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, quoi. Ok. Bon, alors, il reste à moi de vous remercier, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et oui. Je ne sais pas si vous avez un message en finissant ce... Oui, message, oui, un mot de la fin peut-être pour dire, redire que la République démocratique du Congo est en train de vivre un véritable drame. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui était vécu depuis 30 ans. Aujourd'hui, ça apparaît comme un conflit nouveau, mais en réalité, c'est un conflit qui est latent. Depuis 30 ans maintenant, ces populations sont toujours en détresse, elles sont déplacées, les femmes sont violées, leurs productions sont volées aussi dans leurs champs. Donc tout est fait pour déstabiliser cette région et la dépouiller de tout ce qu'elle a comme richesse. Cela se fait au profit des grandes firmes qui ensuite transforment ces produits en ce que vous voyez ici, que vous achetez ici, c'est-à-dire les téléphones portables, c'est-à-dire votre thé, votre café ou votre cacao, et que sais-je. Donc, il y a plein de produits qui arrivent ici en Occident, qui sont des produits du sang des Congolais, qui meurent de manière innocente pour la simple faute de vivre sur une terre
qui regorge de richesses en son sein. Donc c'est vraiment une injustice qui est flagrante et qui demande à ce que ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci, Monsieur le Président.